Nous allons maintenant accueillir Angela Sirigu. Angela Sirigu qui est également sarde, comme Palmina d'ailleurs, et qui est directrice de recherche CNRS, qui dirige l'Institut des sciences cognitives, Marc Jeanneraud à Lyon. Elle a réalisé de nombreuses recherches en physiologie du mouvement, a développé le concept de refonctionnalisation du cortex moteur cérébral. Et je pense que c'est intéressant de l'écouter à l'heure où l'intelligence artificielle nous fait redécouvrir toute la complexité du cerveau et des voies nerveuses. Ouais, déjà, bonjour à tous, à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je voudrais remercier le professeur Xavier Martin ainsi que tous les membres de l'Académie. Je suis très honorée d'être la première femme parler à cette académie. Je suis effectivement, comme le professeur Martin vient de le dire, très liée dans le domaine de la chirurgie, aux chirurgiens, parce qu'on effectue en neurosciences plusieurs collaborations avec des neurochirurgiens et aussi avec les chirurgiens urologues d'Edouard Herriot, avec qui j'ai travaillé longtemps sur les problèmes de l'organisation corticale dans les cas de greffe. Aujourd'hui, je vais aborder une autre question qui est celui de la conscience. C'est aussi un thème de recherche que je développe dans mon équipe. Et j'ai une question un peu provocatrice. Est-ce que nous sommes conscients, nous sommes libres? Est-ce que nous sommes conscients de nos décisions? Est-ce que nos décisions sont libres? En d'autres mots, est-ce que nous avons du libre arbitre? C'est une question donc très difficile à répondre. Je pense que je n'ai pas beaucoup d'éléments de réponse en fait. On va discuter peut-être à la fin de ma conférence. Je pense que depuis la nuit des temps, tous les philosophes et plus récemment tous les neuroscientifiques se sont consacrés à cette question. Et les neurosciences, je dois dire, récemment, ils ont apporté quelques éléments de réponse, pas peut-être en faveur du libre arbitre. Donc la question que je vais aborder, c'est est-ce qu'on est conscient, est-ce que nos décisions sont libres, ou est-ce qu'il y a des déterminants, okay? Je ne parle pas des déterminants obscurs qui ne font pas partie de notre monde, mais plutôt des déterminants qui sont inhérents à l'architecture corticale, ou à la manière dont les différents contextes se présentent. Et donc la question finale, c'est est-ce qu'on est des décideurs qui sont libres de décider? Voilà. Je vais anticiper, je vais vous dire peut-être. On va voir. Dans les années 50, les psychologues, les célèbres psychologues comportementalistes Skinner argumentaient qu'on peut pas, tout ce qu'on peut étudier du comportement humain, c'est ce qui est observable. On ne peut pas étudier l'état interne d'un sujet, qu'est-ce qui n'est pas visible au monde extérieur. Et donc, il avait initié toute une école de psychologie expérimentale, ce qu'on appelait maintenant les comportementalistes, au behaviorisme. Et Skinner argumentait qu'on peut étudier qu'est-ce qui est visible, donc qu'est-ce qu'on peut mesurer. Donc, à la question, lorsqu'on lui pose la question à Skinner sur qu'est-ce que vous pensez, quelqu'un lui avait posé la question, qu'est-ce que vous pensez si un jour les ordinateurs peuvent penser? Et Skinner avait répondu, la question, le problème ce n'est pas si les machines pensent, le problème c'est si l'homme pense. Je pense qu'il est un point de vue un peu extrême. Je ne partage bien entendu pas ces points de vue, mais je pense que Skinner a voulu soulever les problèmes qu'il y a ce qu'on appelle le free will, le libre arbitre, et le fait qu'il y a beaucoup de contraintes dont on ne se rend pas du tout compte. Et donc je voudrais en commenter quelques-unes. Tout d'abord, on sait très bien que le cerveau fait sens du monde extérieur. Okay? On le sait maintenant, depuis longtemps, qu'il y a un certain nombre d'informations, une certaine quantité d'informations que notre cerveau est capable de traiter et dont on n'est pas du tout consciente.
commence par exemple avec, j'ai parlé de l'anatomie cérébrale, mais aussi au niveau de l'œil. On a déjà un problème parce que, vous savez, donc on a les photorécepteurs. Je ne sais pas, est-ce qu'on voit là? Donc on a les photorécepteurs, okay? Et ces photorécepteurs, à un certain moment, lorsque les nerfs optiques quittent donc l'œil, à ce niveau-là, voilà, on a le vide, en fait. Il n'y a plus de photorécepteurs. Et donc, il y a cette partie du champ visuel qui est complètement vide, mais en dépit de... Et donc, si on respecte l'anatomie de l'œil, vous devrez voir juste en face de vous une tache noire. Et d'ailleurs, vous allez la voir si vous ouvrez et si vous fermez, vous ouvrez l'autre œil en alternance. Et en fait, cette tache vide, il n'est pas devant nous parce qu'on bouge les yeux et donc notre cerveau compense et remplit le vide. Okay? Donc déjà, c'est un élément pour dire que le cerveau interprète ce qu'est le monde extérieur. On peut faire des interprétations du monde extérieur de façon très très rapide. Okay? Et on a toujours l'impression qu'on est en train de faire des décisions libres. Je vais donc vous montrer, des visages. Je vais vous faire un petit exercice. Je vais vous montrer des visages et vous allez me dire lesquels vous préférez. Donc, mais vous devez prendre votre décision très très rapidement. Lesquels visages vous préférez? Le deuxième. Merci. Ben, tout le monde préfère le deuxième. En fait, un chercheur de Princeton, il a montré que lorsqu'on demande à des sujets sains, sujets témoins, on leur demande de nous dire quel visage ils attachent plus de confiance, donc trust. Les sujets préfèrent toujours, bien entendu, celui de gauche, okay, en fait c'est celui de gauche. Et c'est le visage que tout le monde préfère. Et je peux vous dire, on a fait récemment une étude aussi chez les singes macaques, et les singes macaques aussi, en fait, préfèrent regarder le visage de gauche, okay? Beaucoup plus. Donc lorsqu'on présente ces deux visages et on regarde les mouvements des yeux de l'animal, on voit que les animaux préfèrent celle-là, exactement comme chez l'homme. Vous allez me dire, mais j'ai fait un choix très libre. Hein? Ce visage, il me plaît plus. Et en fait, il y a des contraintes. Et pourquoi ce visage vous plaît? Mais parce que les préférences ont été expliquées de cette manière. Donc ça, c'est des visages neutres. On sait que donc, Todorov il a mesuré ce qu'on appelle les ratios entre la hauteur et la largeur du visage. Okay? Et il a montré que lorsque ce ratio, ce rapport, il est très petit, okay? On a des visages qu'on appelle trust. Okay? On a des visages qui semblent être des visages dignes de confiance. Alors que lorsque ce rapport il est très élevé, on a des visages qui sont classifiés comme untrust, pas dignes de confiance. Ce qui est intéressant, c'est que ce type de contraintes physiologiques, morphologiques des visages peut avoir une influence très importante aussi dans la vie de tous les jours. Et dans la vie de tous les jours, et Todorov il a montré qu'il peut aussi, par exemple, il avait prédit les élections américaines dans les années 90. Alors, il s'agit des biais perceptifs. Est-ce que, bien sûr, c'est des biais perceptifs parce que le visage, il a une certaine morphologie et on est attiré plus par ce type de visage. Et comme je vous ai montré, il y a cette ratio qui semble contraindre en fait les préférences des sujets. Mais il y a vraiment des tonnes d'exemples dans la littérature, en psychologie sociale, en psychologie cognitive. Il y a des tonnes d'exemples, beaucoup de publications sur les biais cognitifs. Je vous rappelle que Kahneman, il avait gagné le prix Nobel, il avait eu le prix Nobel justement sur les biais cognitifs.
ça c'était donc une recherche sur les biais cognitifs. On demande au sujet, donc c'est des universitaires, on leur demande, donc ils sont devant une box, donc une boîte, dans laquelle ils doivent mettre de l'argent, et on leur dit que c'est pour une œuvre à l'intérieur de l'université. Et lorsque donc on met devant la boîte des fleurs, ok, comme ici, on met 2 yeux, de manière alternative, et on regarde combien de sujets donnent 20 à la boîte. On voit que lorsqu'il voit des yeux, il met beaucoup plus d'argent par rapport à lorsqu'il y a des fleurs. C'est comme si, en regardant avec la photo des yeux, c'est comme si on sentait une pression sociale, et donc notre comportement il va changer. Dans un autre domaine, ça c'est dans le domaine de la nourriture, ils ont demandé à des sujets d'exécuter des tâches pendant que l'expérimentateur met à côté du sujet une boîte de chocolat et leur demande et leur dit qu'ils peuvent se servir sans problème. Et donc devant la boîte de chocolat, il met soit dans une condition, une image, un tableau de Rothko ou un tableau de Giacometti. Et lorsqu'on regarde la manière dont les gens ils consomment beaucoup moins de chocolat lorsqu'ils ont la figure de Giacometti. Donc là, c'est clairement, je veux dire, l'action, la décision de manger ou pas manger, ou de définir la quantité de chocolat qu'on mange, il a vraiment, le stimulus extérieur, il a vraiment influencé la décision que le sujet a pris de prendre ou pas de chocolat. Mais je pense que la publication la plus intéressante, c'est celle qui a été publiée dans PNAS il y a quelque temps sur les juges dans les différents tribunaux américains. Ils ont regardé, les chercheurs, quels étaient les facteurs qui expliquaient le plus les décisions de mise en liberté des prévenus. Et vous allez me dire, peut-être l'empathie, les conditions du prévenu, etc. Pas du tout. Eh bien, vous voyez, c'est le repas. Okay? C'est-à-dire que ça, c'est le nombre des décisions favorables au prévenu. Okay? Vous voyez qui diminue dans les temps. Donc, ils sont très hauts juste après le petit-déj. Ils diminuent juste avant le déjeuner et ils recommencent à devenir hauts après le petit déjeuner et ensuite avec une autre coupure alimentaire. Donc vous voyez que, alors je ne vais pas dire que toutes les décisions dans les tribunaux sont expliquées par ça, mais il y a quand même un gros biais dont les personnes ne sont pas tout à fait conscientes. Et donc, est-ce que je pourrais continuer avec tous ces biais? J'en cite seulement quelques-unes. Et donc, la question, c'est est-ce que je la repose à nouveau? Est-ce qu'on peut avoir des décisions conscientes et est-ce qu'on est des décideurs libres? J'attends encore de vous donner une réponse finale à la fin. Une autre ligne de recherche en neurosciences en défaveur du libre arbitre, c'est qu'on peut constituer des contextes, des situations dans lesquelles on peut faire ressentir au sujet des sensations, des actions et même des mémoires, des souvenirs qui sont complètement artificiels, qu'il n'a jamais vécu. Là, donc, il s'agit ici d'un patient qui est hémiparétique du côté gauche. On avait mis à un certain moment une recherche sur place dans mon laboratoire dans laquelle on voyait beaucoup de patients qui avaient des sensations fantômes, des amputés. Et donc on avait mis en place ce système dans lequel on fait croire aux patients qui sont amputés avec des sensations fantômes qu'ils sont encore capables de faire des mouvements avec la partie amputée. Et là, on avait aussi testé des patients qui avaient des hémiplégies suite à des accidents vasculaires. Et donc vous allez les voir ici. Donc les patients voient un mouvement, okay? Alors son bras ne bouge pas du tout, okay? Mais il voit ce mouvement à travers ce miroir. Et il a la sensation que son membre paralysé il est en train de bouger.
Donc la sensation est tellement forte que même les sujets qui peuvent réellement bouger, s'ils ont la demande de ne pas bouger, le fait de regarder dans les miroirs, ils donnent toujours la sensation des mouvements. Donc c'est une illusion très forte. Alors, la chose intéressante est que ces patients qu'on avait testés à plusieurs reprises, au bout de 15 minutes, alors sa main, il bouge, mais lui, il n'est pas en train de bouger parce qu'il est paralysé. Et au bout de 15 minutes, il nous dit je suis fatigué, il faut que je me repose, je suis en train de transpirer à ma main. Donc, il a vraiment des sensations complètement artificielles qu'on peut produire de façon très importante. Un autre courant de recherche qui s'est développé récemment, c'est la manipulation de la mémoire. Dans les années, en 2013, un laboratoire américain, il a utilisé la stimulation optogénétique, c'est-à-dire c'est une simulation dans laquelle on fait une injection d'un virus. Et ensuite, avec une protéine, on peut, à travers la lumière, activer une classe spécifique des neurones. Et ces neurones, on peut soit activer, soit inhiber ces neurones. Alors, ce qu'ils ont fait, Ramirez et al., qui publié dans Science en 2013, c'est qu'ils ont mis l'animal dans une box qu'on va appeler box A. Okay. L'animal explore et ils ont, à travers l'optogénétique, activé une classe spécifique des neurones dans l'hippocampe, qui est une structure impliquée dans la mémoire. Et ensuite, ils ont placé l'animal dans une autre box, qui est la box B, dans laquelle ils ont activé les neurones qui étaient activés, donc qui avaient la mémoire du box A, et ils ont en même temps donné un choc électrique. Donc ils ont conditionné les neurones, pas l'animal, mais les neurones, ils les ont conditionnés au choc électrique dans un autre contexte qui n'est pas l'originaire. Et une fois que l'animal il est remis dans les box A, ce qui se passe, c'est qu'il a un comportement de freezing comme s'il avait reçu les chocs électriques dans les box A initialement. Donc là, c'est vraiment une fabrication totale d'un souvenir, c'est-à-dire d'un conditionnement avec un choc électrique que l'animal n'a jamais vécu dans ces contextes, qui est dans ce cas les box A. Et dans ces contextes, c'est vraiment un souvenir complètement fabriqué. On n'est pas arrivé encore à l'homme. Dans une étude qu'on a faite en 2006, on a aussi montré qu'on peut, en stimulant différentes régions du cerveau, on peut évoquer des souvenirs très précis des mouvements des doigts, mouvements du poignet, etc. Celui-ci, c'était un patient qui avait perdu son membre gauche. Et lorsqu'on stimule toute cette région, sur les régions motrices, les patients rapportent les souvenirs des mouvements qu'il n'est pas en train de faire, mais il a l'impression, il a la sensation que ces mouvements ils sont en train d'être exécutés. Dans une autre série d'études que nous avons effectuées au bloc opératoire en collaboration avec les docteurs Motoles et les docteurs Desmourget à Lyon, on a effectué plusieurs stimulations dans différentes régions du cerveau chez des patients qui étaient opérés pour la résection des tumeurs. Et l'idée, c'était de voir si on pouvait évoquer des sensations, différentes sensations, selon la région qu'on était en train de stimuler. Et en particulier, s'il y avait des régions qui, une fois stimulées, pouvaient donner la sensation des mouvements volontaires, d'évolution, la sensation d'avoir exécuté des mouvements qui, en réalité, n'étaient pas réels. Et donc, dans un certain sens, on peut les considérer comme si on injecte des souvenirs, des faux souvenirs chez les sujets humains. Donc, on a simulé cette région qui est le cortex pariétal. Alors, le cortex pariétal, c'est une région qui est très importante pour les transformations visomotrices. Il est très important aussi pour tout ce qui sont les sensations du corps. Et dans notre laboratoire, mais aussi d'autres personnes, ils pensent que c'est la région qui est impliquée dans la conscience.
Nous avons stimulé cette région, donc la manière dont on procède, brièvement, c'est on a un stimulateur Dodgeman, donc on applique une stimulation à différentes intensités, ça dépend donc du patient, s'il est éveillé, s'il est sous anesthésie. La plupart du temps, le patient il est éveillé. Et donc on enregistre la réponse du sujet, les sensations que le sujet a tout de suite après la stimulation, ou on enregistre aussi d'autres signaux comme les potentiels somesthésiques. Donc voilà qu'est-ce qui se passe. Le sujet, il est éveillé, il est au repos, on stimule, et ensuite, selon la région, il y a un mouvement ou il y a une sensation. Et donc les mouvements, on peut les voir, s'il y a un mouvement, on peut les voir parce qu'on a un potentiel moteur évoqué, donc on peut enregistrer les muscles, l'activité musculaire des sujets. Si vous avez un exemple, par exemple, ce patient, on l'a stimulé, ces 2 points représentent les points de stimulation, et ça c'est la tumeur. Donc on stimule toujours près de la tumeur, mais assez loin pour être dans des tissus sains. Et ce qu'on a montré, c'est que lorsqu'on stimule cette région, on savait qu'elle était impliquée dans les mouvements, dans les sensations du mouvement et dans la conscience, les patients décrivent toutes ces régions, donc tous ces points représentent des sensations liées à des intentions motrices. Les patients reportent j'ai l'intention de me lever, j'ai l'intention de faire ces mouvements. C'est comme s'il y avait une envie, une sensation d'envie, et jamais donc cette région elle est vraiment très impliquée dans ce type de sensations. Là, je vais vous montrer un patient qu'on a stimulé dans le cortex pariétal. 1, 2, 3, 4. È tutto effettuoso. Dans la poitrine, vous avez senti quoi? Vous avez senti quoi? On a mis un micro au patient maintenant. Une volonté de mouvement. Vous avez envie de vous lever ou... Une volonté de mouvement. On n'a jamais dit au patient, on a toujours dit au patient avant la simulation de rapporter les sensations et on n'a jamais précisé si c'était une volonté de mouvement, et mouvement ou quoi que ce soit. Donc ça c'est vraiment une réaction spontanée du patient. Là vous avez encore une autre patiente. 1, 2, 3, 4, 5. Là, t'as senti quelque chose ou pas? Ouais, j'ai eu l'impression que ça bougeait la main. J'ai eu l'impression que la main bougeait. L'impression qu'il a bougé, mais en réalité rien n'a bougé parce que comme on enregistre l'électromyogramme, là vous voyez que l'électromyogramme il est complètement plat. Et il n'y a eu aucun mouvement. Donc ces patients, ils ont soit une volonté de bouger, soit une sensation, soit ils pensent qu'ils ont réellement bougé. Parce que lorsqu'on augmente la simulation, l'intensité de la simulation, tous ces points qui étaient avant dans cette région des sensations, d'intention de vouloir bouger, deviennent des mouvements réels. Il est intéressant, alors le cortex pariétal, il y a beaucoup d'hypothèses donc, sur cette région et la conscience, mais on ne savait pas si ces sensations de mouvements volontaires ils sont spécifiques à cette région. Or, on les retrouve aussi dans d'autres régions, comme cette partie, le cortex pariétal supérieur. Et ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, ils sont spécifiques à cette région. Ils sont vraiment circonscrits ici. Et on ne les retrouve pas ailleurs parce que lorsqu'on stimule la partie la partie supérieure de cette région, on a un blocage du mouvement plutôt. Je vais vous montrer une autre vidéo. Et là, on a beaucoup de patients qui... Donc, je vous demande d'ouvrir et de fermer la main, ne vous arrêtez pas, comme tout à l'heure. Simple mouvement. Allez-y. Ne vous arrêtez pas. Stimulation. Ne vous arrêtez pas. Complètement bloqué. Vous ne pouvez plus. Reprenez. Voilà. D'accord. Stimulation off, les patients bougent encore. Okay. Donc, il semble qu'il y a
classe, on peut dire un réseau neuronal ici, dans cette région, qui semble être impliqué dans les sensations, les intentions du mouvement, okay, dans quelque chose qu'on peut apparenter un peu à la décision consciente de bouger, la décision l'intention de vouloir faire quelque chose avec notre corps. Et vous voyez qu'on peut, avec une simple stimulation, on peut évoquer ces sensations-là. Il est intéressant de se poser la question de comment ces sensations, ces intentions de nos mouvements, de nos actions, quelle est la relation entre ces décisions et les systèmes qui impliquaient, les systèmes moteurs qui impliquaient directement avec la périphérie, c'est-à-dire les cortex qui envoient la commande aux muscles. Et donc la région qui envoie la commande aux muscles, c'est le cortex moteur, et aussi il y a des commandes qui partent du cortex prémoteur. Et dans cette étude, on a aussi testé des patients. Vous avez ici tous les points de simulation des mouvements qui ont été enregistrés dans cette région du cortex prémoteur chez tous les patients. Donc ici, vous avez une NMG, okay, parce que ce point, il a été stimulé, il a donné lieu à un mouvement, et vous allez voir que les mouvements qui sont produits, ils sont complètement inconscients. 2, 3, 4. Les autres, vous pouvez bouger? Non. Non? Donc on a d'un côté, donc ici, alors c'est intéressant parce que si on augmente l'intensité de la simulation, ça ne fait absolument rien. Il augmente l'amplitude du mouvement, vous voyez ici. Et quoi? Donc 5 mA. Il y a plus de mouvement. Ah oui. Donc, on a d'un côté des mouvements qui semblent avoir qui sont colorés par une sensation volontaire, sans mouvement, et de l'autre côté, on a dans le système qui est censé contrôler le mouvement lui-même, envoyer une commande au muscle, on a des mouvements qui ne sont pas du tout conscients. On a aussi stimulé d'autres régions. Vous avez ici une partie, on a stimulé en fait à l'intérieur, donc c'est ce qu'on appelle l'aire supplémentaire motrice. Et là, on a tout autre chose. On a un mouvement qui se déclenche avec une sensation d'aliénation du mouvement. Donc la patiente rapporte. Ça t'a fait mal? Non. Ça t'a fait mal ou ça t'a fait peur? Ça m'a fait bizarre. Ça fait bizarre. Et on le sait que les lésions dans cette région, ils produisent ce qu'on appelle les mouvements de la main aliène. C'est-à-dire que les patients produisent des mouvements qu'ils ne ressentent pas comme volontaires. Voilà, donc comme je dis, il y a des sensations dans cette région, des volontés de mouvement, sans mouvement réel. Et ici, on a des mouvements qui ne sont pas accompagnés par la sensation consciente de les avoir exécutés. Évidemment, ces deux régions forment un réseau. Heureusement qu'il est connecté, parce qu'autrement, on aurait des sensations qui sont complètement dévouées de contact avec la réalité. Alors, est-ce qu'on peut répondre encore à cette question? Est-ce qu'il y a des décisions? Est-ce que les décisions qu'on prend, on les prend de manière libre? Moi, je dirais non. Il y a beaucoup de contraintes dans l'environnement qui nous imposent vraiment que ces décisions, on prend des décisions, on a peut-être l'illusion de les prendre de manière libre, mais elles ne sont pas totalement libres. Il y a des déterminantes, des déterminantes dans les contextes, dans l'environnement, et aussi dans notre cerveau, qui fait qu'on ne peut pas être complètement libre. Alors, de quoi on est libre? Une hypothèse qui est évoquée, c'est l'hypothèse du veto. On n'est peut-être pas libre de choisir ce qu'on veut faire, mais parce qu'on est influencé par plusieurs choses, mais peut-être on est libre de poser un veto sur nos actions.
Et là, je voudrais citer enfin, pour finir, une étude qui a été faite par Laurent Cohen, une très jolie étude qui a été publiée dans Lancet il y a quelques années. Il s'agissait d'un monsieur qui allait tout le temps, c'était un cas clinique d'un patient qui allait tout le temps en prison. Et en fait, il récidivait tout le temps pendant plusieurs années et les juges n'arrivaient pas à comprendre pourquoi il récidivait autant. Et en fait, sa compulsion, c'était aussitôt qu'il voyait une voiture avec les clés dedans, il allait faire un tour et après il la rapportait. Entre-temps, il commettait une infraction et donc il allait en prison. Jusqu'au jour où ils lui ont fait un PET scan. Okay. Et ils ont montré que dans le PET scan, et donc Laurent Cohen, il avait commandé un PET scan, et ils ont montré qu'il avait un gros hypométabolisme dans les régions frontales. Okay. Alors, les régions orbitofrontales, c'est les régions qui sont très importantes pour l'inhibition. Lorsque vous êtes en train de faire une action et vous voulez arrêter votre action en cours de route, eh bien, c'est le cortex préfrontal, orbitofrontal en particulier, il est très important. Et donc, par rapport à cette veto-hypothèse, l'hypothèse du veto, cette région, il semble être très important pour freiner les cours de l'action. La voilà ici. Et on sait que les lésions dans cette région, ils donnent beaucoup de problèmes d'inhibition et aussi des décisions volontaires. Voilà, donc je vais finir donc en disant que les libres arbitres peut être en fait une simple illusion. Merci de votre attention.